Salam alaikum, Azul, bonsoir. Ce qui se passe en ce moment au cœur même du régime est très certainement un tournant décisif de la situation en Algérie. De grands bouleversements sont en gestation, en travail. Et les événements peuvent s'accélérer à tout moment, du jour au lendemain. Du jour au lendemain. D'une façon qui surprendra tous les observateurs. C'est pour cela, je crois, qu'il ne faut plus louvoyer, tergiverser, user de formules allusives pour dire les choses. Trêve de langue de bois. L'heure est venue de mettre les mots justes sur l'actualité. Dire les vérités comme elles sont. Ne pas avoir peur. Ne pas tenter d'endormir l'opinion publique et encore moins la tromper. À un moment où il est plus qu'urgent pour elle, pour ses élites, pour tout cela qui pourrait représenter une alternative, de s'impliquer avec force dans ce qui se prépare et dans ce qui va très certainement entraîner de décisifs événements qui pourraient néanmoins être salutaires, qui pourraient enfin représenter pour ce malheureux pays la perspective de lendemain meilleur. El-Maghribia va s'y atteler et apporter à l'opinion publique algérienne, mais aussi internationale, toutes les informations qu'on leur cache et qu'on travestit pour les tromper sur la vraie situation dans ce malheureux pays pris en otage par une mafiocratie. On dit des choses et d'autres. Une chose est son contraire sur les récentes déclarations de Abdelrazak Mokri, le président du MSP. Mais quelles que soient les dénégations des uns et des autres, ou les louvoiements politiciens qui tentent de les nuancer, ces déclarations, ou de leur faire dire ce qu'elles ne disaient pas, il a clairement, M. Mokri, a clairement appelé à l'intervention de l'armée pour assurer une transition démocratique. Et il a même fait allusion à d'autres expériences de transition vers la démocratie qui n'ont pu se réaliser, a-t-il précisé, que grâce à l'intervention directe de l'armée. Ce sont ses propres termes. Personnellement, j'y ai entendu un appel clair et sans équivoque pour une solution à la portugaise. Nous allons d'abord l'écouter pour que les choses soient très claires. Écoutez bien. وصار وكأننا في حكم اليقين بأننا انخرطنا في العهدة الخامسة فإذا بفجأة نجد أنفسنا يعني في وضعية تدل بأن العهدة الخامسة في تراجع كبير جدا يعني وأن هناك تغير كبير جدا في موازين القوة. لقيت صالح نحن الذي نتمناه أن يساهم باعتبار منصبه مش باعتبار شخصه بطبيعة الحال كان يمكن نتحدث على شخص آخر لو كان في منصبه هو أن يساهم في الانتقال الآمن للجزائر سياسيا واقتصاديا لأن في كل تجارب الانتقال الديمقراطي التي نجحت كان الطرف الأساسي في نجاحها هي المؤسسة العسكرية. Mokri, enfin politicien, a-t-il compris que le vent tourne, que la situation est mûre, que le régime est dans une impasse et qu'il n'a plus d'autre choix que de forcer le passage vers autre chose? C'est ce qui semble. Et le clan d'en face, celui qui tente désespérément de faire passer l'option d'un 5e mandat pour l'actuel président, n'a pas tardé à réagir, de façon réellement pitoyable, qui laisse penser que ce clan est enfin de ressources, puisqu'il en est arrivé à confier une telle contre-attaque à un véritable saltimbanque de la politique,
qui fait se gosser dans les chaumières et qui est tellement contre-productif que de nombreux observateurs pensent très sérieusement qu'il est missionné pour ridiculiser le clan des Bouteflika. Écoutons quelques-unes de ses réponses à Maqri. هذه تاع الانتقال الديمقراطي فيه تعبير شعبي يقول لك انزل باش نركب راك فوق العود فوق الحصان وخر باش انا نركب هاد الناس هادو انتقال ديمقراطي هذه هي الديمقراطيه ولكن ما وراء هذا اتونسيون قايد صالح الفريق الرفيق تاع السلاح الصديق قالها وكررها خليوا الجيش في الخدمه نتاعو الجيش راه حامي البلاد حامي التراب الوطني وحامي وحده الشعب خطير السياسه وما يدخلش في السياسه الجيش ابدا اللي يقول لك الانتقال ديمقراطي ونعيطوا للجيش احنا في جمهورية الموسك الريبوبليك بانانيير ولاش هذا راهم غالطين. Et ces réponses aussi maladroites qu'improvisées à l'appel de Maqri montrent bien toute la panique qui agite le sérail. A fortiori que tout ce qui se passe en limogeage de grands barons du régime, en présentation devant la justice et en interdiction de quitter le territoire qui concernerait de très nombreux hauts responsables, y compris d'ex-premiers ministres, nous dit-on. Mais penchons-nous un peu sur quelques données essentielles pour tenter de bien comprendre la situation, pour ne pas nous laisser manipuler encore et toujours. Alors, parmi les fondamentaux de toute analyse sérieuse sur la situation algérienne, il ne faut jamais perdre de vue que l'armée algérienne a toujours été le seul et vrai décideur, qui même lorsqu'il lui arrive de ne pas intervenir directement dans la gestion des affaires de l'État, n'est jamais très loin pour donner le là, pour venir remettre le pays dans les rails qui lui ont été impartis, y compris contre la volonté du peuple, comme cela a été le cas en 62, en 63, en 65, en 78, en 88, en 92, puis enfin en 2014, pour imposer un invalide intégral à un 4e mandat. Et le pire est que cette même ANP savait pertinemment, et mieux que n'importe qui, que ce président n'était qu'une façade pour ceux qui régnaient à sa place. Il est inutile, je crois, d'expliquer comment un tel consensus a pu se faire, puisque c'est un secret de polichinelle. Et tous les Algériens savent que c'est une affaire de gros intérêt, à la faveur d'une faramineuse rente que se partageaient les uns et les autres. Bi'shra fi souq al-khla. Et c'est très important de le rappeler, pour empêcher que l'on nous vende l'image d'une grande muette qui ne s'exprime jamais sur la scène politique et qui ne se manifeste que pour défendre les frontières, par sursaut révolutionnaire, pour interrompre un processus électoral morbide, pour sauver la République. Non, c'est loin d'être le cas. L'armée a toujours été à l'origine de toutes les décisions cruciales qui engageaient l'avenir de la nation. Et toutes se sont soldées par plus de dérives, plus de captation indue de la souveraineté populaire, plus de fraude électorale, par une répression féroce, par une corruption généralisée et systémique qui a miné les fondements même de la nation. Nous ne pouvons pas ne pas le dire. Nous ne pouvons pas docilement rentrer dans le rang consensuel et annoncer les habituelles professions de foi patriotardes d'une ANP digne héritière de l'ALN. Le moment doit venir de dire les choses. À plus forte raison si cette armée
à la volonté d'opter pour une solution à la portugaise. L'armée portugaise aussi a été le fondement même de la dictature et de la ruine du pays. Mais lorsque certains de ses chefs se sont engagés pour cette transition démocratique, dont nous parle M. Makri, c'est d'abord en reconnaissant tous ses passifs, toutes ses dérives, toutes ses responsabilités, puis ensuite et surtout en s'engageant à ne pas garder le pouvoir, mais à le restituer tout aussitôt au peuple. Et la promesse fut tenue. La question se pose aujourd'hui, que nous poserons à Makri. Cette ANP, dans sa configuration actuelle, est-elle en mesure, et en l'absence de tout un peuple qu'on a débranché, qu'on a anesthésié, qu'on a divisé, qui va connaître des moments très difficiles, d'assumer une vraie transition démocratique, plutôt que de remplacer Siflane par Sifilten, une façade zama honorable qui lui permettrait de garder le pouvoir, tout le pouvoir? C'est de cela qu'il sera question sans l'ombre d'un doute pour les jours et les semaines qui viennent. De grands bouleversements, je le répète, frappent déjà à nos portes. Et quelle que soit l'option ou le consensus qui se dégagera, 5e mandat ou non, consensus ou non sur un candidat fantoche, voire même annulation des élections, l'Algérie va prendre un autre chemin. Et cette fois-ci, il semble bien que les choix ne se feront pas sans la volonté des Algériens. Aujourd'hui. Le point. Algérie. L'hypothèse d'un 5e mandat de Bouteflika de plus en plus probable. Par AFP. TSA. Amara Ben Younes. Personne ne doit forcer la main au président. Par Faisal Metawi. Liberté. Le SG du FLN réplique au président du MSP, Ould Abbas, l'armée ne fait pas de politique. Par Ali Bouklef. Algérie, l'ANP à la croisée des chemins, c'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. C'était prévu que nous recevions Abdelrahman Balayat. Il a donné sa parole pour assister avec nous à cette émission, mais depuis tout à l'heure, il ne répond pas au téléphone. Abdelrazak Makri, président du MSP, Karim Tabou, président du parti UDS, Mohamed Khalfaoui aussi avait promis de venir, mais il ne répond toujours pas au téléphone. Nous essayons toujours de le joindre, sinon nous allons essayer de joindre d'autres acteurs politiques. Mais nous allons commencer par Abdelrazak Makri. Merci d'avoir accepté notre invitation. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Abdelrazak Makri, donc depuis votre déclaration qui a soulevé une véritable lame de fond, j'aimerais que vous nous précisiez quelque chose. Avez-vous clairement appelé à l'intervention de l'armée pour assurer une transition démocratique? Non, pas du tout. Pas du tout. Ce n'est pas ça ma déclaration. Même s'il faut que vous reveniez à la déclaration en langue arabe, ce que j'ai dit, Moussahama. Moussahama, en français, la traduction du terme Moussahama en français, c'est la participation. La participation à une transition démocratique. Donc, moi, je n'ai pas appelé à une intervention de l'armée pour porter une transition démocratique. Nous sommes toujours dans le même esprit de nos initiatives depuis des années, depuis dernièrement depuis 2013, à travers les différentes initiatives. Il s'agit de tous les temps à appeler tous les Algériens à œuvrer tous ensemble pour une transition démocratique. Nous sommes en train de parler de la transition démocratique parce que nous ne sommes pas dans une situation démocratique. Nous ne sommes pas dans une situation qui nous permet, c'est-à-dire de parler de la démocratie selon les règles connues par tout le monde de la compétition politique. Nous sommes loin de la démocratie. Et en plus de la situation non démocratique, nous sommes en pleine crise. Tout le monde sait très bien que nous nous sommes enfoncés dans une crise économique, structurelle, très difficile. Vous avez dressé un tableau là-dessus et tout le monde donc s'accorde sur cette situation économique très difficile qui mènera
vers l'instabilité au niveau de la société et qui c'est-à-dire qui mènera l'Algérie vers des pistes très très difficiles qui lèsera tous les Algériens et personne ne sera épargné des perspectives dont tout le monde parle. Donc nous sommes dans une situation très très difficile et les expériences des citoyens du monde nous montrent que lorsque des pays sont dans une situation très difficile, non démocratique, qui n'a pas permis l'émergence d'une bonne gouvernance qui sera à même d'user des ressources du pays pour un développement de ce pays-là, il faut que tout le monde s'accorde pour le changement, pour une transition démocratique. Donc, nous sommes dans l'esprit de notre première initiative en 2013, la charte des réformes politiques, et la deuxième initiative dont nous faisions partie, c'est-à-dire les libertés et la transition démocratique, avec d'autres partis politiques et d'autres personnalités politiques. Et maintenant, nous sommes avec notre troisième initiative, le consensus national. Donc, nous sommes dans le même esprit de la transition démocratique. Nous changeons les termes, nous changeons les approches selon les circonstances, selon, c'est-à-dire les nouvelles donnes de la situation politique et économique, mais nous sommes tout le temps dans la transition démocratique. Et lorsqu'on parle de la transition démocratique, il faut que tout le monde s'y mette. On ne peut pas faire une transition démocratique contre l'armée, on ne peut pas faire une transition démocratique sans la participation des différents... Oui, mais Abdelrazak Makari, avec les gestions de l'État. Abdelrazak Makari, qu'est-ce qui aurait bien pu changer pour que l'armée puisse accepter une transition démocratique, puisque c'est toujours l'armée, c'est toujours l'AMP, depuis 1962, qui a eu le volant, qui a eu le gouvernail, c'est elle qui a décidé de tout. Il n'y a rien qui s'est fait sans elle, y compris tous les mandats de Bouteflika. Pourquoi voudriez-vous que l'armée change subitement j'allais dire, de nature et ne se mette à aller vers une vraie transition démocratique? Qu'est-ce qui l'y contraindrait? Pourquoi le ferait-elle? Les dérives économiques et sociales et politiques. Nous sommes en rupture de liquidité, tout le monde sait. Pourquoi le gouvernement est allé vers la planche à billets? Parce que nous sommes en rupture de liquidité. Nous sommes dans une situation économique très difficile, jamais vue en Algérie. Il n'y a plus de ressources, il n'y a plus de pétrole et du gaz. Les gens parlent des prix du pétrole et du gaz. Il ne s'agit plus du prix du pétrole et du gaz. Notre crise des hydrocarbures, elle repose sur trois piliers essentiels, très difficiles. Premièrement, le recul de la production. On ne produit plus le pétrole et le gaz qu'on produisait, et cela est le recul depuis 2006, et en plus la consommation interne. Donc nous sommes dans une situation très très difficile. Il n'y a plus de ressources qui permettent aux institutions de l'État de perdurer dans leurs esprits de la pensée unique et du fait accompli. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup d'Algériens, partout dans les institutions de l'État, dans les partis politiques, dans la société civile, qui sont conscients de la difficulté que nous connaissons maintenant, et peut-être cela appellera certains citoyens, partout où ils sont, à comprendre la nécessité d'une transition politique et économique qui ne pourra se faire sans la participation de tous les Algériens. N'importe quel gouvernement algérien, même s'il s'agit d'une bonne gouvernance, ne pourra régler le problème des grands équilibres et aussi des problèmes de l'économie en général sans qu'il ne repose sur le soutien d'une très grande majorité de partis politiques et de la société civile et des syndicats et de toutes les institutions de l'État. Nous avons besoin d'une période transitoire, au moins d'un mandat, pour faire sortir de cette impasse économique qui pourra nous mener vers des situations très très dangereuses et qui mettra en péril la stabilité et l'unité du pays. Je
pense que cette situation-là, les chiffres qu'on a entre les mains, la situation économique, qui n'a jamais été ainsi, peut-être appellera les consciences des uns et des autres à œuvrer ensemble, à travailler ensemble pour une transition économique et politique. Mais comment expliquez-vous, M. Makary, cette sortie au créneau de l'armée qui s'est donc qui s'est saisie de cette, j'allais dire, pseudo-moralisation de la vie politique, en déclenchant donc cette histoire de la cocaïne gate, en faisant pression pour le limogeage de très hauts barons sécuritaires, en faisant limoger de nombreux responsables, en nous dit-on interdisant de sortie du territoire national des dizaines, voire peut-être plus, d'anciens responsables, dont peut-être même 2 chefs du gouvernement. Qu'est-ce qui pousse l'armée à endosser cet uniforme de moralisateur? Est-ce pour préparer quelque chose? Écoutez, cette question de cocaïne, c'est une des facettes de la crise généralisée de l'Algérie, de la corruption généralisée en Algérie. C'est-à-dire ça, pour nous, malgré la gravité de la situation et aussi l'importance de ce dossier-là, ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est d'avoir une bonne lecture de la gravité de la situation et d'accepter à travailler ensemble, à œuvrer ensemble pour une sortie de la crise. Beaucoup de pays ont connu des situations beaucoup plus graves. Ils ont même une situation dramatique. Beaucoup de sang a coulé dans ces pays-là, mais finalement, en définitive, tout le monde a compris que l'intérêt de tout le monde, c'est d'aller vers la transition. C'est-à-dire, on ne peut pas dire que notre situation maintenant est la pire qu'a connue l'humanité. Beaucoup de gens, beaucoup de pays ont connu des situations vraiment dramatiques. Il y avait même des guerres civiles. Mais finalement, les gens ont compris que l'intérêt de tout le monde, c'est d'aller vers cette transition. Voilà. Abdelrazak Makary, pour parler franchement, vous le savez très bien, vous encore plus que les autres qui êtes à Alger, qui êtes président d'un parti politique, qui avez été membre de l'alliance présidentielle, que les choses vont très mal, que tout est possible en ce moment, que l'option du 5e mandat devient un enjeu qui pourrait faire exploser des choses. Et je reste mesuré. À votre avis, ça va se passer comment? Ce qui caractérise la situation en Algérie, c'est l'incertitude, c'est le flou. Personne ne sait qu'est-ce qui va se passer après 1 mois, après 2 mois. Tout le monde est dans le flou. Tout le monde est dans l'opacité totale. Il n'y a pas en Algérie quelqu'un ou quelques partis qui peut se vanter de comprendre comment va se développer la situation. Il y a des luttes intestines, il y a des luttes opaques, il y a des luttes dans tous les sens, mais la situation finalement, c'est-à-dire est très difficile et personne ne peut se vanter qu'il aura le dessus sur l'autre dans les mois à venir. Mais tout le monde va perdre si on reste dans cette perspective, si on reste dans cet état d'esprit de clanisme, de lutte, d'éclat, de lutte et des intérêts. C'est pas ça qu'on peut faire un pays développé, faire un pays, c'est-à-dire qui va au devant vers une véritable renaissance. Il faut que tout le monde comprenne que cet état d'esprit, cette façon de gouverner, cette façon de faire de la politique est en train de mener un pays tout entier vers la dérive. C'est ce que tout le monde doit comprendre. Et on ne doit pas se hasarder dans des détails. La situation en Algérie est très difficile et la solution est possible. Beaucoup de pays, c'est-à-dire, ont trouvé la solution, c'est-à-dire il y a des formules comment sortir de ces crises-là. Il faut que tout le monde comprenne la gravité de la situation. Il faut qu'on s'y mette, il faut qu'on travaille tous ensemble pour sortir de la crise parce que nous sommes tous concernés. Dernière question avant de vous libérer, parce que vous nous avez demandé de vous libérer un peu tôt. Abdelrazak Makary, vous savez très bien qu'en ce moment, le nœud gordien de toute cette situation se situe autour de 2 mots. 5e mandat. Et vous savez très bien que les tenants du 5e mandat, le clan présidentiel, sait très bien
que si le 5e mandat ne passe pas, ce sera pour eux la bérésina. C'est une question de survie quasiment. Ils savent, ces gens-là, que s'ils ne passent pas, que s'ils n'obtiennent pas un 5e mandat, ça serait quasiment du suicide pour eux, et c'est pour cela qu'ils mettront tout le paquet pour faire passer ce 5e mandat. Par ailleurs, d'un autre côté, maintenant, il semble de plus en plus acquis que de larges pans du commandement militaire ne soient plus pour cette option, qu'elle leur paraît tout à fait inenvisageable. Et vous, pour ce qui vous concerne, au sujet de ce 5e mandat, en vous priant de nous répondre de façon claire. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, les tenants du 5e mandat tiennent à leurs intérêts personnels. Ils n'ont pas de vision, ils n'ont pas de programme, ils n'ont pas quelque chose à nous proposer. Nous avons un projet à proposer. Nous avons proposé un consensus national inclusif, c'est-à-dire où tout le monde doit y participer. Il faut que la solution soit transparente. Il ne faut pas, c'est-à-dire nous sommes contre tout projet opaque, que ce soit le 5e mandat ou que ce soit le changement du président actuel par un autre président d'une façon non démocratique et d'une façon qui ne tient pas compte d'un consensus national, c'est-à-dire une solution discutée, débattue par tout le monde. Il n'y a pas de solution que la transparence, que tout soit clair devant tout le monde et qu'on discute de la situation de l'Algérie. Il ne s'agit plus de personnes, il ne s'agit plus de clans, il ne s'agit plus de même d'institutions de l'État algérien, il s'agit d'une nation, il s'agit d'un pays, il s'agit de tout un peuple, il s'agit de l'avenir de tout un peuple. Donc, il faut changer ces façons de faire qui nous ont menés vers ces situations vraiment très, très critiques, je peux dire, et aller vers ce que beaucoup de gens dans le monde ont fait, c'est-à-dire comprendre la gravité de la situation et aller tous ensemble. Et si les tenants du pouvoir, c'est-à-dire, ils ne sont pas aptes à débattre de ce consensus et n'acceptent pas ce consensus, qu'il aille vers une véritable. Non, mais clairement, clairement. Que ces élections-là, pardon, si vous me permettez, que ces élections soient transparentes, soient démocratiques, et bien tous les partis politiques, ils présentent leurs candidats selon des programmes et que la compétition fait l'avenir de l'Algérie. Mais Abdelrazak Makri, vous savez très bien que ça ne se fait pas comme ça en un claquement de doigts. Vous savez très bien que jamais il n'y a eu d'élections démocratiques dans ce pays, hormis les élections de 1991. Vous le savez très bien. Et les seules qui ont été relativement honnêtes et sincères ont été annulées. Vous le savez très bien. Comment se ferait-il, comme ça, par miracle, que du jour au lendemain, vous puissiez obtenir des élections transparentes, honnêtes, intègres? Écoutez, d'abord, bien sûr, il y a les élections de 91 qui ont été annulées, mais il y a les élections de 95, de 97, de 2002, de 2016, de 2014, de 2017 qui ont été truquées et falsifiées. C'est-à-dire les victimes de la non-démocratie en Algérie sont beaucoup. En ce qui concerne votre question, nous sommes sur le terrain à militer depuis des années et des années. C'est-à-dire que ce n'est pas aujourd'hui seulement qu'on a commencé à militer. Et lorsqu'on milite, lorsqu'on est dans le militantisme, lorsqu'on est dans la résistance politique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir quand on va aboutir. L'essentiel, c'est de persévérer, de perdurer, de continuer dans cette résistance politique. Et il y aura un jour où on aura gain de cause, nous et tous les Algériens, ou même d'autres générations qui vont venir. Il faut continuer dans ce chemin-là, de ne pas accepter le fait accompli et de faire ce qu'on peut faire. Nous, finalement, on fait ce qu'on peut faire. On ne peut pas faire plus que ce qu'on peut faire. On fait ce qu'on peut faire. Il y a certains qui sont d'accord avec nous. Il y a certains qui ne sont pas d'accord. Il y a certains qui nous font confiance. D'autres ne nous font pas confiance. L'essentiel que nous représentons un parti politique très important qui est présent à l'échelle nationale. Je pourrais vous dire, nous sommes le seul parti politique c'est-à-dire qui a cette présence en Algérie, dans 40 vilayas, dans des communes. Nous militants, nous mettons
ces capacités-là pour l'intérêt de l'Algérie, pour l'intérêt de la démocratie. Et lorsque nous parlons de construction nationale, ce n'est pas pour notre intérêt personnel ou partisan. Nous sommes aptes, donc, nous sommes aptes à faire, c'est-à-dire à faire les concessions contre nos intérêts et contre notre parti politique pour l'intérêt du Conseil national. Et nous sommes comme étant intelligents en proposant cela. Parce que nous, qui nous œuvrons pour la transition démocratique, on aura l'occasion peut-être, après un mandat, 2 mandats, d'aller vers une véritable démocratie et nous serons aptes véritablement, c'est-à-dire à gouverner par le vote des citoyens et des électeurs. Donc, lorsqu'on parle du Conseil national, c'est pour l'intérêt du pays dans l'immédiat et pour l'intérêt de la démocratie pour nous et pour tous les autres partis politiques. Abdelrazak Makri, merci infiniment. En espérant vous revoir plus souvent sur ce plateau. Merci. Karim Tabou, président du parti UDS, merci d'être avec nous. Karim Tabou. Merci, Jamal, pour l'invitation. Merci pour avoir lancé ce débat. Merci. Alors, Karim Tabou, votre avis est très important à plus forte raison, en plus de votre capacité à la distanciation, à l'analyse que tout le monde vous reconnaît, de ne pas faire partie ni d'un clan ni de l'autre. Qu'est-ce que vous pourriez d'abord nous dire sur la déclaration de Makri, dont lui, qu'il essaie d'atténuer? Il dit « Nous n'avons pas appelé à l'intervention de l'armée, mais nous avons appelé à la participation de l'armée pour une transition démocratique ». Mais nous l'avons bien entendu. Moi, j'ai été jusqu'à comprendre qu'il appelait à j'allais dire, à une action à la portugaise. Hein. Mais vous-même, qu'est-ce que vous en pensez, Karim Tabou? Merci, Jamal. D'abord, je juste de petites précisions. Je ne suis pas le président de l'UDS, je suis le coordinateur national. Pour une raison que vous connaissez bien, nous subissons l'arbitraire de l'administration qui nous refuse injustement, sans motif légal, de tenir notre congrès pour créer un parti politique et éventuellement envisager de confier des responsabilités. Je serais très honoré de me voir confier une telle responsabilité dans un parti qui a choisi ses options démocratiques, mais surtout son option d'opposition origine. J'aurais souhaité de vive voix remercier Makri et surtout lui souhaiter bon rétablissement après son accident de circulation. Je n'ai pas eu la chance de lui souhaiter de vive voix. Je saisis cette opportunité pour lui souhaiter bon rétablissement et bon courage. C'est vrai que nous avons engagé un débat très complexe. Très complexe parce qu'il s'agit de toucher au cœur d'un système politique. Oui. Karim Tabou, est-ce que nous avons perdu Karim Tabou? Nous l'avons perdu. Nous allons essayer de le retrouver. Je crois que Hassan Hirsch est avec nous. Je suis là. Bonsoir Hassan, comment ça va? C'est un grand plaisir de te retrouver, de retrouver toute l'équipe. Merci Hassan, merci beaucoup. Alors Hassan, cette sortie de M. Makri est la réponse de M. Ould Abbas, qu'il a envoyé sur les roses. Il lui a dit non, on n'est pas dans une république bananière, on n'appelle pas à l'armée à intervenir, on ne demande pas une transition, nous sommes en république. Qu'est-ce que c'est que ces manières? L'armée ne se mêle jamais de politique, et il a dit comme ça, elle ne s'est jamais mêlée de politique, elle ne se mêlera pas. Et M. Gaïd Salah, Rafiq Silah, le compagnon d'armes, je vous laisse deviner la suite, c'est pas très honorable pour M. Gaïd Salah, qui est réellement un ancien moujahid. Mais donc, est-ce que qui est avec nous? C'est Karim qui est avec nous. Karim, je vous laisse poursuivre, on a été coupé. Je disais que ce débat est très complexe. Il soulève l'interrogation, le débat
sur le rôle de l'institution militaire. Mais je voudrais, avant d'exprimer mon point de vue, faire la distinction très nette, très claire entre les personnes qui gèrent des appareils de l'État et des institutions, qui sont assez souvent limitées en termes de culture politique, en termes de culture de l'État, parce que assez souvent, ils confondent leur caprice personnel, leur égo personnel, avec les rôles constitutionnels et les rôles que doivent jouer ces institutions dans le cadre démocratique, dans le cadre de la loi. Assez souvent, quand on émet un avis, une critique contre l'institution militaire, plutôt contre les personnes qui gèrent l'institution militaire, on se saisit de ces critiques et on en fait un procès pour les personnes, allant jusqu'à accuser les uns et les autres d'être la main étrangère, d'être contre la nation, d'être contre le pays. Nous n'avons pas de leçons à recevoir de ces milieux-là qui ont conduit le pays à la crise aujourd'hui. Mais je voudrais, avec beaucoup de froideur, préciser, et là je pense que c'est un débat qui doit être arbitré par les universitaires, par les historiens, je pense qu'il est faux de considérer que l'ANP est l'héritière de l'ALN. Pour une raison toute simple. L'ALN a libéré ce pays et dans la philosophie de l'ALN, qui a fut consacrée lors du congrès de la SOMAM, à savoir primauté du politique sur le militaire, et puis après, pendant la Révolution a eu cette intelligence extraordinaire d'avoir sécrété des institutions démocratiques. Le gouvernement provisoire est une institution démocratique légitime. Après l'indépendance, l'Assemblée nationale constituante fut une assemblée légitime. Il n'est pas normal que cette institution puisse se proclamer héritière de l'ALN alors qu'il s'était dressé contre les institutions démocratiques qui ont été construites par l'ALN. Il n'est pas faux de considérer, et là l'arbitrage doit se faire par les historiens, que l'ANP telle qu'il est géré politiquement par des responsables actuels, il n'est pas faux de la considérer comme étant un instrument contre-révolutionnaire. Le deuxième instrument contre-révolutionnaire, c'était le FLN, le Front de Libération Nationale, qui a libéré ce pays, qui a promis la philosophie même de la naissance du franc. Pourquoi on a choisi le mot franc? Parce qu'on avait intégré dans nos têtes, à l'époque des révolutionnaires, le fait que nous avons des idées différentes. Il y avait le musulman, il y avait les communistes, il y avait les militants du PPA-MTLD. Mais dans cet esprit rassembleur, on a considéré que créer un front pour la libération nationale était une nécessité pour fixer des objectifs et surtout nos priorités révolutionnaires. Après l'indépendance, le premier fait par lequel les Algériens devaient sentir c'est quoi une indépendance, c'est la restitution de nos droits à la différence. Or, le parti qui a pris le pouvoir en 1962 a imposé l'interdiction de la différence. C'est un instrument contre-révolutionnaire. Donc si nous n'avons pas posé ce débat et nous n'avons pas été capables, nous n'avons pas le courage, nous les Algériens, nous les politiques, nous les militants, nous les citoyens, à poser ce débat, à réviser nos parcours depuis 1962, on risque de reproduire des échecs, des problèmes et des crises. Mais Karim Tabou, excusez-moi de vous interrompre parce qu'on vous interrompt difficilement, tellement ce que vous dites est intéressant, tellement il est inhabituel, inusité, qu'il est difficile de vous interrompre, mais je suis obligé pour essayer de garder un peu une certaine forme d'échange. Karim Tabou, comment expliquez-vous que ce que vous venez de nous dire au sujet de l'ANP digne héritière de l'ALN, alors que l'ANP, en fait, a détruit, a ravagé tout ce que l'ALN avait laissé comme
institution, le GPRA, l'Assemblée constituante, cet espoir pour de véritables élections démocratiques, pour une république sociale, propre, juste. Comment expliquez-vous qu'un tel débat n'ait jamais pu se faire vraiment? Pourquoi les gens ont peur de parler comme vous êtes en train de le faire? Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui, y compris nos élites qui sont à l'étranger, donc à l'abri, de pouvoir en parler comme vous le faites en ce moment? Tout d'abord, c'est ça ce que j'appelle le terrorisme intellectuel. On a fixé des lignes et seul le régime est gardien de ces lignes. Et par les pratiques violentes, parce que c'est jamais moi, j'ai compris par l'expérience algérienne que le rôle justement de la violence, c'est la décimation de l'élite, c'est le désarmement moral de la population. La violence dans toutes ses formes, soit par ce qu'on a connu par le passé comme pratique de liquidation physique, ou la répression dans toutes ses formes, allons jusqu'à vivre aujourd'hui de nouvelles formes de la violence. La corruption est une violence, le chantage social est une violence. Et une grande partie de l'élite, notamment de l'élite politique, a été laissée pendant des années bénéficier des faveurs, justement entre parenthèses, de cette corruption, de la facilité, du confort social. Et cette élite-là est incapable aujourd'hui de s'initier à ce débat. Elle le sait que c'est un débat complexe. Elle le sait que c'est un débat qui demande à tout le monde d'opérer des révisions déchirantes. Mais surtout, elle le sait, elle demande à tout un chacun beaucoup d'efforts contre soi, beaucoup de violence contre soi pour se débarrasser de ses propres caprices, de ses propres calculs, de ses propres, problèmes liés à sa proximité, à ses relations et puis à son allégeance avec le pouvoir. Donc, ce débat mérite vraiment à la fois de la sérénité, de l'intelligence, mais surtout du courage politique. Restez avec nous, Karim Tabou. Je reviens à vous dans un moment. De toutes les façons, il n'y a que vous et Hassan Hersh. Nos autres invités n'ont pas voulu répondre, probablement à cause de mon éditorial d'aujourd'hui en début d'émission qui a dû leur déplaire. Ils ont raccroché poliment, ils sont partis sans vouloir nous répondre. Abdelrahman Belayat et Mohamed Khalfaoui. J'espère que ce n'est que ça, j'espère que ce n'est pas autre chose, qu'on ne les a pas appelés pour les convaincre de ne pas rester avec nous. Hassan Hersh, j'étais avec vous et puis nous vous avons perdu. Monsieur Ould Abbas, donc, qui était en train de répondre à Maqri pour lui dire que son compagnon d'armes, monsieur Gaïd Saleh, de toutes les façons avait affirmé lui-même qu'il ne se mêlait pas de politique et de nous dire, monsieur Ould Abbas, que de toute façon, l'armée algérienne, l'AMP, ne s'est jamais mêlée de politique, qu'elle ne se mêle pas de politique, qu'elle se contente de surveiller les frontières ou éventuellement de préserver la République. Hassan Hersh. Écoutez, d'abord, je vous salue Karim Tabou et tous vos invités. Merci. J'espère que vous m'entendez bien. Oui, très bien, Hassan, très bien. D'abord, c'est extrêmement important d'avoir ce genre de débat, notamment dans une phase de transition que l'Algérie traverse en ce moment, en espérant, même si aujourd'hui les données ne vont pas dans ce sens-là, en espérant donc que 2019 va ouvrir des portes sur une construction démocratique pour que notre pays vive enfin une respiration démocratique digne de ce nom et digne de tous ces enfants qui se sont sacrifiés pour que le pays reste debout. Maintenant, quand on dit débat directement, il ne faut pas croire tout simplement que le débat se situe entre ANP, digne héritière de la LN ou pas. Il faut que nous sortions des débats dichotomiques, des débats du noir ou blanc. Il y a un certain nombre de points qui font que l'ANP est effectivement héritière de la LN,
et beaucoup d'autres points qui font qu'elle en est diamétralement opposée. Cela dit, il faut instaurer un débat qui soit à la fois lucide, franc et imprégné de la vérité historique. Mais comment Hassan, comment imposer un tel débat puisque le régime ne le permet pas et que le régime tient tous les cordons de la bourse? C'est lui qui décide, non seulement les cordons de la bourse, mais la baïonnette aussi. C'est le régime qui décide qui doit exister en tant que média, qui ne doit pas exister, qui doit donner des conférences, qui ne peut pas les donner, qui doit ouvrir un café littéraire, qui ne peut pas. Vous le savez très bien, Hassan. Monsieur Benchenouf, quand je dis qu'il faut organiser un débat, évidemment, je ne suis pas naïf. Je veux dire tout simplement qu'il faut utiliser tous les canaux possibles par la presse écrite, par la presse audiovisuelle, par l'étranger, c'est ce que nous sommes en train de faire. Et l'université, Hassan, et l'université, qu'est-ce qu'elle est dans tout ça? L'université dans tout ça? Écoutez, qui est totalement absente. Il y a des débats qui sont organisés de façon informelle, qui ne font pas partie des conférences officielles et qui ouvrent les portes sur des points qui restent totalement occultes jusqu'à présent et qui restent occultes dans les programmes officiels, que ce soit dans les collèges, lycées ou les universités. Ce que je voulais dire, M. Benchenouf, et ça me semble extrêmement important, c'est de ne pas non plus idéaliser la LN. Ce qui s'est passé pendant la guerre de libération nationale, évidemment, est quelque part une épopée. Mais ce n'est pas seulement une épopée. Il y a eu des injustices, il y a eu des crimes de guerre, il y a eu des dérapages, il y a eu des dérives. C'est parce que précisément, de 1954 à 1956, il était question seulement d'une guerre menée par les chefs locaux et qu'il n'y avait aucune coordination, qu'il n'y avait aucune vision politique, qu'il n'y avait aucune possibilité pour les civils d'intervenir, que Ban Ramadan a décidé de faire le congrès de la Soumam. Et c'est à partir de là que précisément... Mais je me permets de vous interrompre, Hassan, pour vous dire que moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec vous. Mais... Et proposer aux dirigeants algériens de prioriser le civil sur le militaire, de prioriser l'intérieur sur l'extérieur. Le résultat, nous l'avons vu. Ban Ramadan a été éliminé moins d'une année après. Et les mêmes méthodes ont été reprises, à savoir la primauté du militaire sur le civil. Nous savons très bien que c'était l'état-major, que c'était le MALG qui décidait des véritables opérations, non pas opérations sur le terrain contre l'armée française, mais des opérations politiques qui menaient vers l'indépendance et quel allait être le pays, quel allait oui, être mais Hassan, comme ce n'est pas notre... Hassan, une primauté du militaire. Hassan, comme ce n'est pas notre sujet du jour, je me permets... Hassan, je me permets de vous interrompre. Sommes en train de parler ensemble en même temps. Hassan, comme nous risquons de dévier un peu de notre sujet d'aujourd'hui, j'aimerais juste vous demander, puisque aujourd'hui un politique a appelé l'armée à intervenir ou à participer, comme il dit, comme il a rectifié, participer à une véritable transition vers la démocratie, vers une véritable démocratie, qu'en l'occurrence, l'ANP jusqu'à présent, tout ce qu'elle nous a montré, qu'elle a toujours été à la tête du pouvoir, mais qu'elle n'a rien fait justement pour aller vers la démocratie. Par ailleurs, de l'autre côté, ce FLN dont nous a parlé Karim Tabou, qui n'a rien à voir avec le FLN qui a libéré le pays, mais qui aujourd'hui est la façade la plus officielle du régime, qui est en train de nous dire non, non, l'armée ne s'est jamais mêlée de politique.
Et l'armée ne se mêlera pas de politique et elle n'empêchera pas le 5e mandat. J'aimerais que vous me répondiez sur ça, Hassan. Écoutez, quand il dit l'armée ne se mêle pas de politique, elle ne se mêlera pas de politique, ce n'est pas une déclaration véritablement politique, c'est une courbette envers justement ceux qui détiennent les vrais règnes du pouvoir, à savoir un certain nombre de généraux qui, depuis 1963, bon, à l'époque, ils n'étaient pas encore généraux, mais en tout cas un certain nombre d'officiers qui, depuis 1963 à ce jour, détiennent le vrai pouvoir avec leurs services, notamment les services de renseignement et la gendarmerie nationale. Donc, c'est un débat extrêmement intéressant. Je ne suis pas évidemment du côté de Makri politiquement, mais je pense que l'appel à l'armée de se positionner officiellement est une bonne chose dans la mesure où ce n'est pas fait de façon belliqueuse, mais que c'est un appel fraternel pour reconstruire l'avenir du pays, pour remettre le puzzle en place et pour remettre les institutions en place et envisager effectivement une armée, pourquoi pas de métier, qui garantisse la Constitution, qui garantisse la sécurité des frontières, mais qui ne se mêle pas de politique. Aujourd'hui, nous voyons très bien que les discours de Gaïd Salah, que les discours des officiers qui sont partis à la retraite sont des discours politiques. Il n'y a jamais eu un discours de stratégie militaire, ni de nos armes, ni de tous les généraux ou officiers supérieurs qui ont quitté l'armée ou le DRS. Merci Hassan Haïraj. Je me permets de vous interrompre. Nous arrivons bientôt à la fin de l'émission. Karim Tabou. Hassan Haïraj vient de dire quelque chose de très intéressant. Il dit que même s'il n'est pas du côté politique, idéologique de Makri, qu'il reconnaît que il salue son appel de demander à l'armée de se positionner, je reprends ces termes, officiellement. Il pense que c'est une bonne chose qui pourrait permettre donc de clarifier les choses. Qu'est-ce que vous en pensez vous-même, Karim Tabou? Ce que je pense, c'est que la classe politique continue d'agir dans des logiques d'appareil. Et on est dans une logique de démocratie d'appareil. On n'est plus dans une logique de démocratie dynamique par laquelle les partis politiques vont se donner à eux-mêmes, vont se restituer à eux-mêmes le rôle de contre-pouvoir, le rôle de mobilisateur de la société, le rôle d'acteur sur le terrain. Malheureusement, nous avons une classe politique qui accepte, qui admet volontairement d'en être de simples appareils au service de montage politique qui se font par l'eau. Et ce pays, malheureusement, est divisé en deux. Il y a cette Algérie du dedans, c'est l'Algérie des appareils, c'est l'Algérie des gens qui se voient, qui sont dans les institutions et qui ne conçoivent la vie politique que par des arrangements d'appareils. Et il y a cette Algérie du dehors, c'est tous ces Algériens qui subissent la mauvaise gestion, qui subissent la crise, qui subissent les contre-coups de tous ces appareils, de toutes ces mauvaises gestions, de toutes ces luttes qui, en tout cas, leur répercussion quotidienne sur la vie des Algériens, c'est l'incertitude, c'est le désespoir, c'est tous ces jeunes qui demandent à partir à l'étranger, c'est des chaînes interminables de jeunes qui changent quotidiennement au bureau du Centre culturel français qui demandent à être reçus dans des examens et dans des auditions pour partir à l'étranger. Ce sont tous ces jeunes qui se jettent dans la mer. C'est l'Algérie du dehors qui souffre. Et malheureusement, entre ces deux Algéries, la classe politique n'arrive pas à créer les conditions d'une refondation, d'une recréation d'un champ politique par lequel on va miser beaucoup plus sur la mobilisation citoyenne que sur les faveurs et les vertus d'une telle ou telle autre institution. Nous avons eu des expériences. Ceux qui proclament, et nous avons eu plusieurs fois ce genre de déclaration, moi je me souviens, j'étais militant du FFS, le FFS présente un mémorandum en 2001,
lors des événements de la Kabylie. Et la réponse de Mohamed Amari à l'époque fut que l'armée ne s'ingère pas dans les affaires politiques. Et puis par la suite, tous les chefs militaires viennent nous dire officiellement qu'ils sont loin des affaires politiques. Mais souvenez-vous que la dernière élection qui a eu lieu dans ce pays, il y a eu quand même une décision importante qui fut prise par le chef de l'armée, c'est faire voter les militaires en dehors des casernes. Et on a vu concrètement les seuls à avoir voté, ce sont les militaires. Donc nous avons des députés, nous avons un président voté par des militaires. Et je me permets de vous interrompre, Karim Tabou, je suis désolé. Je me permets de vous interrompre, c'est très intéressant, mais nous arrivons à la fin de l'émission et nous avons des images à passer. Avant de vous quitter, mes chers amis, je voulais remercier Abdelrazak Maqri, Karim Tabou, Hassan Herish. Merci quand même à Abdelrahman Belayat d'avoir raccroché, de nous avoir quittés. Merci quand même à Mohamed Khelfaoui d'avoir raccroché juste après mon éditorial. Merci à vous, chers amis, de nous avoir suivis. Nous allons vous passer quelques images d'un même FLN, 2 responsables d'un même FLN. Vous allez écouter le premier, apprécier sa façon de parler et voir qui il était, et vous allez écouter le second. لأن الديمقراطية التي تحتاج إلى الدبابة لحمايتها هي ديمقراطية مريضة. لكن كون الشعب يرتاح لرؤية الدبابة هذا مشكل سياسي. بالتصويت بالإجماع رشحنا عبد العزيز بوتفليقة. حنا اون تي لي بروميي ا بروبوزي او سيليكسيون، حنا رشحناه. ولكن هو فيما بعد جاو الأحزاب نعطيكم هذا موش أسرار. حزب إسلامي الرئيس نتاعو توفى الله يرحمه، كان صديق حتى للرئيس. سأل الرئيس قالوا لي وحنا واش بعد الانتخاب واش يكثر؟ قالوا moi je ne promets rien du tout. Je ne promets rien du tout. اللي يحب يصوت عليا ها البرنامج تاعي وراه عندنا البرنامج تاعو، ها البرنامج ما جيش باش نتساووا. جا حزب اخر كعاده جديد، عاده جديد، واللي كان مترأسه مؤقتا كان عاده جديد حتى هو في السياسه. قالوا باش نشوفوا شحال يعطينا من والي ومن وزير. قالوا هذا سوق فلاح، انا مانيش نبيع ونشري، انا رئيس كل الجزائريين. من هذاك الوقت لحد الان يعتبر نفسه رئيس كل الجزائر. هذه تاع الانتقال الديمقراطي في تعبير شعبي يقول لك انزل باش نركب، راك فوق العود فوق الحصان، وخر باش انا نركب. هاد الناس هادو انتقال ديمقراطي، هذه هي الديمقراطيه. راهم يصرحوا عندكم الجرايد هنا، في بلاد عربي، في بلاد عربي، في بلاد مسلم، ل 171 عنوان وطني كل يوم. فيه بلاد عربي لي كاريكاتور، لي كاريكاتور ضد الرئيس وضد الوزاره وضد انا وضد فلان وفلان. ذكروا لي اي بلد عربي اللي يقبل هذا. انا كطبيب ورئيس اتحاد الاطباء العرب زرت كل دول. عندي مداولات فيها رئيس لا تعبان شويه ربي يطول عمره، نائب رئيس راهنا معنا بويفر، فيها مقرر 19 عضو. يخسر ما في لا تخويف ولا علم يحزنون. اللجنه بالاجماع الامين العام يطبق ما يجي من قرار اللجنه، ماشي الامين العام هو اللي يقصي ويخوف. انا ما شي جونتي ما نخوفش، حنين بزاف والله العظيم. بصح وقت الضربه كما اللي يخدع الحزب ما نسمحلوش، واللي يمس في الرئيس ما نسمحلوش. هادو زوج، الرئيس والحزب. كان يحب يبرز، يحب يبان.
كان اللي يحب يبان يخرج في اقتراحات، قال باش يهضروا عليه يتكلموا عليا، معروفة هذا. كاين الاقتراح، ما هذا الاقتراح يقترحوا من حقهم، هذه يدخل في الديمقراطية. يقولوا الرئيس ما ترشحش على أي سبب، على أي سبب. ولكن كان فيهم اللي كان اللي لعبوها بإخلاص، ولا كان اللي كبروا شوية. يعني كيفي يسمال واحد يتحمل السن، يتحمل التعب، وكل واحد يطلب خدمته. انا هذه ما عطيتهاش، ما نقولش ما عطيتهاش اهميه. لا حدث. كانوا 19 كانوا 19 العام الاول، 19 ناقص 4، 19 ناقص 6، دوك دخلنا في 14. قال 14 ما فيه فتاش، هذا اللي يقولوها ياك. احنا دخلنا قال 15 في الجزائر. واحد راه مناضل ولا واحد راه في الوظيفه العمومي، راه سامبل امبلوي عاود يولي سو شيف دو بيرو، ماذا بيه يولي شيف دو بيرو، من بعد شيف دو بيرو يولي سو هذا ولماذا لا يولي وزير؟ بوركوا با؟ ولا 9 شهور كلنا والوزير ما ينجي. وزير كيفكم كيف. انا عشت 13 سنه وزير، والله العظيم لا كيك شوز دو ناتوريل، كل واحد يقدر عليها. اعطيله الفرصه باش يتوزر ولا يولي ديبيوتي، ولا الى الرئاسه ما تقربولهاش. لا